Ok, hier, il y a eu le match de la honte qui a opposé l'équipe de France et l'équipe israélienne. Et tu sentais qu'il y avait une petite tension parce que, bon, t'avais des menaces de boycott, de manifestations, mais aussi de milices israéliennes, françaises qui faisaient genre, on a des gros bâtons. Et surtout, après, tu sais, tout le scandale médiatique avec la propagande autour du scandale d'Amsterdam. Bref, c'était un rendez-vous avec beaucoup de tension, beaucoup de pression. Et qu'est-ce que ça a donné finalement? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques satisfactions à tirer de ce qui s'est passé. Ok, le match France-Israël, ça a donné quoi? Eh ben c'est très simple. Niveau foot, c'était un horrible 0-0 sans aucun intérêt. Mais heureusement, il y a eu très peu de témoins du désastre stratégique de Didier Deschamps, puisque quasi personne n'est venu voir le match. Il y a qu'à regarder comment les tribunes, elles sont vides, c'est fou, il y avait genre personne qui regardait cette merde-là. Et malgré le fait que les places étaient pas très chères, hein, t'as quand même personne qui est venu, à tel point que c'est la pire influence de l'histoire du Stade de France. Sur les 80 000 places du stade, eh ben, tu as eu que 15 000 personnes qui sont allées voir le match, dont la plupart étaient en tribune d'honneur, donc ça pue quand même bien le fonctionnaire haut gradé qu'on envoie là pour remplir le stade. C'était tellement vide, ils avaient tellement honte qu'ils ont balancé de la fumée à fond lors de la présentation des équipes pour pas qu'on voit les tribunes vides lorsque les caméras filmaient en plan large. Et il y a deux raisons qui expliquent ce bide total. D'un point de vue sportif, hein, c'est un match sans intérêt, dans une compétition internationale inutile qui est juste là pour faire du fric et pour blesser les joueurs. Et puis en ce moment, l'équipe de Deschamps, bon bref, c'est vraiment la pire équipe à regarder. Donc face à une équipe pas très forte et pas très spectaculaire, bon bah tu vas pas regarder ça parce que tu sais très bien que tu vas te faire chier. Et seconde raison, c'est parce que aussi en même temps, il y a eu un effet de boycott. Pour rappel, hein, le public parisien est largement pro-Palestine comme il l'avait montré au Parc des Princes il y a quelques jours. Et là, le match, il était au Stade de France qui se trouve en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est important de dire ça. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui connaissent un tout petit peu le football, on savait très bien que ça allait bider ce match-là, que personne n'allait voir ce truc. Donc pourquoi est-ce que la Fédération française de football a payé des millions d'euros pour se réserver le Stade de France? Il n'y a aucune raison sportive à ça, donc on en déduit que c'est les raisons politiques qui ont poussé à ça, et c'est ce qu'on va voir juste un peu après dans la vidéo. Bon, l'État quand même en a profité pour faire une petite démonstration de force autoritaire. En tout, il y avait 4000 policiers pour sécuriser le Stade de France, et la presse était interdite d'entrer sans une autorisation spéciale. Mais ça n'a pas empêché certaines personnes de rentrer quand même dans le stade avec un drapeau palestinien et de le brandir comme ça pendant le match. Les rues autour du stade ont été totalement vidées par la police, ce qui a obligé les manifestants contre la guerre de se rassembler à quelques kilomètres du stade. Une forte présence policière qui n'a pas empêché la présence d'hooligans israéliens qui ont tabassé sur le sol un autre supporter, mais bon là évidemment il n'y a pas d'interpellation étrangement. D'ailleurs BFM ils ont même réussi à interviewer un gars qui avait un t-shirt de Tzal, qui est l'armée criminelle israélienne. Et tu te dis putain mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et là te vient l'idée que c'est peut-être le moins pire qu'ils ont trouvé. Ouais, c'est possible, hein. Et ce match de merde, eh ben, ça a été vu par pas mal de politicards qui étaient présents, hein. C'est tous du même bord, hein. T'as Macron, Braun-Pivet, Hollande, Sarkozy, et même Manuel Valls. Et s'ils sont venus, c'est pas pour voir une énième bouse de Didier Deschamps, hein. C'est parce qu'il y avait un acte politique derrière ce match. Déjà parce qu'ils ont distribué des petites invitations à un peu tout le monde, notamment les grandes gueules, qui ont fêté leurs 20 ans et pour qui Macron a fait une petite vidéo avec des petits fours pour les remercier. Voilà, donc quand tu te soumets à l'État, quand tu te soumets à la politique de l'État israélien, quand tu te soumets aux grandes entreprises, on te file des billets pour voir des matchs de foot ou des matchs de tennis à Roland-Garros, bon bref, c'est la petite corruption quoi. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Les macronistes voulaient surfer sur la polémique d'Amsterdam, là où ils ont tous repris en cœur la propagande de l'État israélien qui voulait faire passer des hooligans racistes comme des victimes. Un scandale qui, au passage, a obligé BFM à faire un mea culpa. Surfer sur cette polémique permet de transformer le débat du soutien de l'État français au massacre israélien à, en fait, plutôt un truc genre, oui, on a des costards cravates et on lutte contre le racisme anti-juif. Alors que c'est pas le cas, mais ils veulent nous faire croire que c'est ça. Et puis tu sais, il y a un côté gala, quoi. Il y a l'équipe de France israélienne qui viennent, donc ils réservent le Stade de France, on pousse la FFF à perdre des millions d'euros dans cette opération. Et ça, c'est un geste diplomatique envers l'État israélien qui s'est souvent montré menaçant, notamment après les fuites des propos de Macron dans les médias. D'ailleurs, au même moment, t'as l'ONU qui a encore caractérisé les pratiques de l'État israélien comme génocidaires. Encore une fois, les fausses polémiques cachent les informations importantes. Résultat, bide total, une nouvelle humiliation et cerise sur le gâteau, Macron, Valls, Sarko et Hollande, ils ont gâché leur soirée à regarder un match de merde
et ça c'est toujours bon à prendre. Allez, comme d'habitude, on va passer à notre point abonné. En Creuse, tu as un projet d'usine à Guéret qui menace de transformer les forêts en granulés de bois à poêle destinés à l'export. La gestion du bois et des forêts est depuis toujours un sujet très sensible que même la mairie soutient et dénonce comme une catastrophe écologique. Ce projet prévoit de raser des forêts de chênes centenaires qui avaient été entretenues par des micro-fermes familiales. C'est pour ça que tu as des grands groupes qui, pour faire leur affaire, achètent massivement des hectares, plus de 3000 depuis 2016. Désormais, la production de la forêt sera réorientée vers la plantation d'épicéas parce qu'ils grandissent rapidement et ça remplace donc les bois diversifiés des châtaigniers et des chênes qui étaient présents jusque-là. Dans cette région, au terrain morcelé et vallonné, l'exploitation industrielle du bois modifie profondément le paysage et ça sans aucune garantie de protection écologique. Évidemment, ça transforme les forêts en ressources exportables. Et des projets comme ça, il n'y en a pas que en Creuse, il y en a partout dans les Pyrénées notamment, avec le collectif qui s'appelle Touche pas à ma forêt qui lutte contre ça. On va faire une vidéo sur Canard Réfractaire à propos d'eux dans les semaines à venir, donc n'hésite pas à t'abonner. Et si toi tu as une lutte locale aussi à nous envoyer, n'hésite pas à nous écrire sur actu@lecanardréfractaire.org. Allez, on passe aux brèves. Hier, on vous a parlé des agriculteurs. Aujourd'hui, on va vous parler des gilets jaunes qui se préparent à reprendre les ronds-points. Et bah oui, parce que dans 2 jours, on est le 17 novembre et du coup, c'est notre 6e anniversaire. Pour l'occasion, tu as même BFM TV qui sont allés chez Jérôme Rodriguez, tu sais, la figure publique des gilets jaunes. Ils l'ont interviewé pendant 30 minutes et du coup, en fait, ils ont gardé que 40 secondes, voilà, pour lui faire dire ce qu'il voulait. Avec une petite voix off rajoutée par les journalistes qui explique que Jérôme Rodriguez ne fait que surfer sur la colère des Français. Donc pour mieux connaître le discours de Jérôme Rodriguez, on vous invite plutôt à aller voir sa page Facebook. Et d'ailleurs, sur cette page, en ce moment, il recense tous les rassemblements qui va y avoir lieu ce week-end chez les Gilets jaunes. On a repris cette liste qui s'affiche en ce moment à l'écran, donc si tu veux rejoindre l'une de ces mobilisations, tu peux faire pause sur la vidéo et regarder ça de près. On va aller en Iran où tu as une crise politique interne qui se renforce. Le gouvernement là-bas veut créer une clinique de traitement pour interner les femmes qui refusent de porter le voile. C'est donc le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice qui a fait cette annonce le 12 novembre. Pour rappel, l'Iran c'est un état religieux où les femmes sont obligées de porter le voile dans l'espace public. Et si tu respectes pas ça, il y a des conséquences. On pense notamment en septembre 2022 avec Mahsa Amini, une étudiante qui a été arrêtée par la police pour un port de vêtements inapproprié et qui a été battue à mort. Ce qui a été le déclencheur d'une large contestation à l'intérieur du pays. Et sinon, récemment, on a vu au début du mois une étudiante de 30 ans qui s'est dévêtue en public pour dénoncer ces pratiques de l'État iranien. Mais pour l'ambassade d'Iran, c'est pas un geste politique, c'est juste une fragilité psychologique de la jeune femme, ce qui est une manière de ne pas parler de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, c'est compliqué en ce moment pour le gouvernement iranien entre les contestations internes et les menaces externes avec l'État israélien et états-unien. Allez, on retourne en France dans le Lot-et-Garonne et plus précisément dans la commune d'Anguillon qui compte 4000 habitants. Ici, c'est Christian Girardi, un des membres des Républicains, qui a pris la tête de la mairie en 2021. Et depuis ce moment-là, plusieurs commerçants du village disent vivre l'enfer. On a par exemple Samy qui est originaire d'Aiguillon et qui a plusieurs entreprises dans son village natal. Et Samy, il a eu les pneus crevés, le domicile de sa secrétaire vandalisé et même son chien battu à mort. Alors au début, Samy, il cherche le coupable, il se demande qui est-ce qui a pu faire ça, qui est-ce qui a pu être en colère à ce point-là, et il s'est rendu compte que c'était le maire qui parle dans son dos. Mais Samy réalise aussi qu'il n'est pas le seul commerçant à être harcelé. On a par exemple Malika qui vend elle des crêpes sur le marché et son stand a tout simplement été sauté par décision du maire. Mais tous ces commerçants, ils se rendent compte qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils sont d'origine marocaine. Et tout ce qu'on sait, c'est grâce à Street Press qui s'est rendu sur place et qui a enquêté et interrogé les commerçants. Comme quoi le pouvoir, il monte parfois rapidement à la tête de certains qui se comportent comme des petits monarques. Bon week-end à tous, pensez à partager cette vidéo si elle vous a semblé utile et à nous financer via Tipeee en description pour nous soutenir et nous permettre de continuer de travailler. Et puisqu'on est vendredi et que cette vidéo est terminée, il ne nous reste plus qu'une seule chose à vous dire, à lundi prochain pour votre prochaine Actu Réfractaire.